Initiation à la photographie, module 25. Photographier sous l'eau. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette présentation. La photographie sous-marine. Saviez-vous que l'eau est 800 fois plus dense que l'air et qu'elle absorbe tout le spectre de couleurs? Alors, pour que vos photos aient du contraste, soient claires et aient de belles couleurs, il vous faudra prendre plusieurs précautions. Une branche spécialisée de la photographie. La photographie sous-marine est une branche très spécialisée de la photographie. Peu de gens ont l'équipement nécessaire pour en faire. Cependant, aujourd'hui, avec un appareil photo de type baroudeur, il est possible d'en faire. Ceux qui possèdent des appareils photo de sport comme la GoPro peuvent aussi s'y adonner. Qu'est-ce qui la distingue de la photographie traditionnelle? Lorsque nous prenons des photos, la lumière circule dans un milieu qui est l'air ambiant. En général, nous ne percevons pas ce milieu à moins que notre sujet soit à une grande distance de notre appareil photo. Par exemple, si nous faisons une photo d'une montagne, nous verrons que celle-ci est moins contrastée. La raison est que l'air ambiant contient de la poussière qui vient créer une interférence, une pellicule entre nous et la montagne. Par exemple, la montagne à droite de l'église est bien contrastée, alors que celle qui est derrière l'église est beaucoup plus loin, subit l'effet de la poussière compressée et perd beaucoup de contraste et de définition. Le premier inconvénient de la photo sous-marine, l'étanchéité. Lorsque nous faisons de la photographie sous-marine, nous changeons de milieu, qui n'est plus l'air ambiant, mais l'eau. Ce changement nous causera de nouveaux inconvénients. Le premier inconvénient est la perméabilité à l'eau de l'appareil photo. Si vous regardez votre appareil photo, vous remarquerez les nombreux accès qui permettront à l'eau de s'y infiltrer. Il vous faudra alors soit un appareil photo étanche comme le baroudeur pour faire de l'apnée ou du snorkeling, soit un boîtier étanche qui vous permettra d'y insérer votre appareil photo à l'abri de l'eau pour faire de la plongée bouteille. Certaines précautions sont à prendre. Selon le modèle, les baroudeurs sont étanches entre 10 et 30 mètres de profondeur. Les boîtiers étanches, eux, sont habituellement étanches à 40 mètres ou plus. Donc, si vous voulez faire de l'apnée, un baroudeur fera très bien l'affaire, alors que si vous faites de la plongée sous-marine, un boîtier est un must. Le deuxième inconvénient, la transmissibilité de la lumière. Comment la lumière est-elle transmise dans l'eau? On a vu plus haut que dans l'air, la poussière peut avoir un impact sur la transmission de la lumière. Dans l'eau, cet impact sera encore plus grand. En effet, que vous soyez dans la mer ou dans un lac, il y aura beaucoup de matière en suspension dans l'eau, ce qui viendra limiter la distance d'une bonne visibilité sous l'eau. Si nous voyons à des kilomètres à l'air libre, nous ne verrons qu'à quelques dizaines de mètres sous l'eau. Et plus nous serons profonds, moins il y aura de lumière. Alors, comme vous le constatez à droite dans l'image ici, plus on est près de la surface, plus la lumière est près de la réalité d'une lumière blanche. Et évidemment, plus on descend en profondeur, plus l'eau est opaque et moins la lumière est transmissible en profondeur. Le troisième inconvénient, l'eau agit comme filtre sur la lumière. Lorsque nous voyons une belle mer aux couleurs azur, c'est habituellement que le fond marin est blanc et que l'eau agit comme un filtre vert. En photographie, un filtre laisse passer la lumière de sa couleur. Si je mets un filtre vert sur mon appareil photo, il laissera passer la couleur verte et retiendra les autres couleurs. Ainsi, l'eau agira tel un filtre vert et réduira l'apport des autres couleurs. Ainsi, si je prends une photo dans l'eau,
elle aura l'air de ceci. Alors, vous voyez que à cause justement de l'eau qui agit comme un filtre, on perçoit beaucoup moins bien les autres couleurs qui sont dans l'environnement. Cependant, en traitant notre image avec un éditeur de photos, il est possible de lui redonner son contraste et également de lui redonner ses belles couleurs. Alors, il ne faut pas se décourager quand on fait de la photographie sous-marine et qu'on voit nos images. À première vue, elles seront plutôt comme ceci. Et une fois que nous aurons fait un petit travail d'édition, qui est relativement simple, nous aurons de belles images que nous pourrons présenter à nos amis. Il faudra ajouter aussi de l'éclairage. Plus on descend sous l'eau, plus le filtre, l'eau, sera épais et moins nous percevrons les couleurs. Alors, comment arriver à produire des photos de belle qualité en profondeur? L'utilisation de flash ou de lumière adaptée sera nécessaire. Alors, évidemment, quand on fait de la photographie sous-marine à partir de la surface et qu'on photographie des poissons ou le fond marin qui est à quelques mètres, 2 ou 3 mètres de profondeur, il ne sera pas nécessairement utile d'utiliser des lampes d'appoint. Cependant, si vous faites de la plongée à plus d'une dizaine de mètres de profondeur, ou si vous faites de la plongée bouteille, à ce moment-là, vous aurez nécessairement besoin d'ajouter de la lumière. Et pour ce faire, évidemment, vous pouvez soit vous procurer des flashs spécialisés, évidemment, qui vont permettre d'aller à l'eau, ou encore aussi des lampes spécialisées qui sont bien isolées de l'extérieur afin justement de ne pas laisser pénétrer l'eau à l'intérieur de la lampe. L'effet pervers de l'ajout d'éclairage. Cependant, l'ajout de lumière pourrait avoir aussi des effets pervers en réfléchissant sur les matières en suspension. Alors, les points argentés ou scintillants sur cette photo ici qu'on voit sont la réflexion du flash sur des matières en suspension. Je dois dire que cette journée-là, il y avait beaucoup de matières en suspension. La mer était très agitée, ce qui avait pour effet justement de soulever le fond et d'ajouter justement des particules en suspension dans l'eau, et l'ajout du flash a justement accentué cet effet-là. Une bonne utilisation du flash. Par contre, ici, il aurait été impossible de photographier les poissons sous le bateau sans l'utilisation d'un flash. Faut dire que sous le bateau, justement, la mer était moins agitée et donc il y avait moins de matière en suspension. Bien entendu, il y avait peu ou pas de matière en suspension dans l'eau quand j'ai pris cette photo-là. Une autre bonne utilisation du flash. Ici, le flash a permis de bien faire ressortir les couleurs du poisson qui auraient autrement été verdâtres et sans netteté. Alors, cette photo-là a subi très peu de retouches, alors que la photo qu'on a vue précédemment avait subi, elle, beaucoup plus de retouches afin de faire ressortir les couleurs et le contraste. Alors, on voit que quand on peut utiliser le flash, ça nous permet justement de faire ressortir très bien les couleurs. Évidemment, un flash dans l'eau ne peut pas être utilisé à 4 ou 5 mètres de distance. Il faut que le poisson ou les poissons soient relativement près de l'appareil. Quel appareil devrait-on utiliser? Beaucoup de plongeurs utilisent une GoPro ou une caméra pour l'action, pour photographier ou filmer sous l'eau. Alors, évidemment, ces appareils-là viennent avec un boîtier étanche qui permet justement d'aller sous l'eau. La GoPro est un bon exemple. C'est un appareil qui a un objectif très grand angulaire et donc qui est facile à utiliser sous l'eau. C'est un objectif qui a également une bonne sensibilité. Quel appareil devrait-on utiliser? D'autres préféreront utiliser un appareil plus haut de gamme dans un caisson. Comme par exemple ici à droite, on a un caisson avec un appareil photo de type Nikon. L'avantage de l'appareil haut de gamme est que les images prises à une sensibilité ISO plus élevée seront de meilleure qualité. Il y aura donc moins de bruit. Par exemple, si je veux photographier une baleine, un flash ou des lampes ne suffiront pas à éclairer un aussi gros mammifère. Alors une prise de vue avec une sensibilité ISO élevée me permettra de prendre le cliché.
Alors, la plupart des photographes professionnels qui font de la photographie sous-marine vont utiliser des appareils très haut de gamme, justement pour leur capacité à travailler à haute sensibilité, et vont utiliser nécessairement un caisson afin de pouvoir justement les utiliser en profondeur. Maintenant, finalement, je vous en ai parlé tout à l'heure, plusieurs opteront pour un baroudeur. Donc, ces appareils sont conçus pour les sportifs qui souhaitent faire de la photo durant leurs activités. Ils résistent au froid, habituellement jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Moi, j'en ai un que j'ai déjà utilisé jusqu'à moins 20 et même moins 30 degrés Celsius. Ils résisteront aux chutes, on parle de 2 mètres sur du ciment. Ils résisteront à l'eau, à des profondeurs de 10 ou 30 mètres selon le modèle choisi. Ma recommandation pour un baroudeur est l'Olympus TG5 que vous voyez ici sur cette image. Il dispose d'un objectif f2 qui est très lumineux, donc plus on va en profondeur dans l'eau, moins il y a de lumière, donc plus ça nous prend un objectif lumineux. Il permet des photos en macrophotographie et en RAW. Et il dispose de fonctions spécifiques à la photographie sous-marine. Donc, il y a plusieurs programmes à l'intérieur de l'appareil photo, justement pour prendre soit des poissons qui se déplacent rapidement, soit des paysages marins, etc. Et ces fonctions-là viennent corriger certains défauts qui sont associés à la photographie sous-marine, entre autres les couleurs qui ne sont pas toujours appropriées. Pour plus de renseignements, je vous suggère de consulter le site backscatter.com, qui est un site américain qui se spécialise dans la photographie sous-marine. Ils font, eux, des essais de plusieurs appareils photo avec ou sans caisson, afin justement de vous faire les meilleures recommandations. En plus de l'Olympus TG5, vous pouvez aussi regarder du côté du Nikon W300 qui permet de plonger jusqu'à 30 mètres de profondeur. Cependant, son objectif est un petit peu moins lumineux, autour de 2.8, 4.9, dépendamment là, de l'utilisation que vous faites du zoom. Et la Fujifilm XP130 qui se vend à un prix économique de 200 $ ou environ 150 €. Cet appareil serait un bon appareil pour débuter à petit prix. Évidemment, vous n'irez pas jusqu'à une profondeur qui est très grande avec cet appareil-là. Maintenant, on parle de 20 mètres de profond ou 65 pieds. Maintenant, si vous faites de la photo à partir de la surface de l'eau en faisant de la plongée, pas de la plongée, mais du snorkeling par exemple, ou du masque tuba, de la plongée masque tuba, à ce moment-là, cet appareil sera suffisant pour vous permettre de faire des photos à partir de la surface. Qu'en est-il de la profondeur maintenant? À chaque 10 mètres de profondeur dans l'eau, la pression atmosphérique sentie à la surface de la Terre augmente d'1 atmosphère. Alors, quand on parle de la pression atmosphérique, elle est toujours mesurée au niveau de la mer et la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 1 atmosphère. Donc, par exemple, si à la surface, la pression est de 1 atmosphère, à 10 mètres, elle sera de 2 atmosphères, à 20 mètres de 3 atmosphères, etc. Donc, l'augmentation de la pression a 2 effets. Le premier effet, c'est qu'à l'intérieur de votre appareil photo, il y a de l'air. Et à ce moment-là, à chaque fois que vous descendez plus profondément en atmosphère, la pression atmosphérique diminue la quantité d'air qu'il y a à l'intérieur de l'appareil photo, ce qui a un effet d'implosion. Donc, plus la quantité d'air est comprimée dans l'appareil photo, plus il s'exerce ce phénomène d'implosion à l'intérieur de l'appareil photo. Maintenant, il en est de même pour la pression qui est due par l'eau à l'extérieur de l'appareil photo, qui augmente cet effet d'implosion. Donc, non seulement l'air, en se rétractant dans l'appareil, crée cette pression, mais en plus de ça, l'eau qui est à l'extérieur crée également cette pression sur l'appareil photo. Alors, à ce moment-là, il faut respecter la limite de profondeur du fabricant. Si votre appareil photo indique une profondeur de 15 ou 30 mètres, vous devez respecter cette recommandation-là. Si on regarde ici sur cet appareil photo-là, ici on voit que l'appareil est à l'épreuve de l'eau ou waterproof jusqu'à 30 mètres ou 100 pieds de profond. Alors c'est important de respecter cette profondeur-là.
À une profondeur plus grande, la pression risque de forcer les portes d'accès à la pile ou aux connexions et évidemment laisser entrer de l'eau à l'intérieur de l'appareil photo et à ce moment-là, votre appareil photo deviendra inutilisable. Les mêmes arguments s'appliquent évidemment au caisson. Je vous suggère de vous tenir loin de ces sacs. Vous avez peut-être été tenté par ces sacs-là qui vous sont offerts. Je ne vous les recommande pas, à moins évidemment que vous vouliez utiliser ces sacs hors de l'eau pour protéger votre appareil photo contre la pluie ou la neige, par exemple. Mais dans l'eau, c'est vraiment pas une très bonne idée. Personnellement, je ne mettrai pas mon appareil photo qui m'a coûté plusieurs centaines de dollars ou centaines d'euros dans un sac en plastique pour aller faire de la photographie sous-marine. Alors cette vidéo, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette présentation. Je vous invite à vous joindre aux abonnés, à mes autres abonnés sur YouTube pour être avisé des nouvelles publications. Vous n'avez qu'à rechercher amateur.photographie Michel Gignac et en effectuant la même recherche sur Facebook, vous aurez également accès à ma page Facebook. Alors, il est toujours possible de vous procurer le petit guide d'initiation à la photographie. Il y a un chapitre à l'intérieur du guide qui parle justement de la photographie sous-marine et le petit guide est disponible sur ma page Facebook. En terminant, je vous laisse avec quelques photos prises avec un Olympus TG2 qui est l'ancêtre en fait du TG5. Vous pouvez aussi visionner le module hors série intitulé 2000 mm sous la mer. Le module contient une compilation d'images et de segments vidéo que j'ai photographiés lors de mes différents voyages dans les Caraïbes. Alors merci encore pour votre attention et à bientôt.